Bonsoir à tous. Est-ce que du coup, vous m'entendez bien correctement? Ok. Alors du coup, il y a plus de lag que d'habitude. Ça c'est la première info. La deuxième info, c'est qu'au rayon bonne nouvelle, le stream va être un poil peut-être différent pour vous si vous avez quelques petits soucis d'affichage ou quoi que ce soit. J'y peux pas tout à fait grand chose. J'ai malheureusement perdu mon second écran dimanche, paix à son âme. Et en ce moment, réussir à trouver un deuxième écran rapidement pour travailler, c'est pas si facile que ça. Donc j'ai une config un peu bâtarde avec des résolutions qui sont pas tout à fait comme d'hab. Donc du coup, si jamais ça squeeze au niveau de l'affichage, ben, j'en suis désolé, faites-moi signe dans le chat. Et pareil, j'ai moins l'œil sur le chat, parce qu'un seul écran, c'est pas tout à fait la même chose. Ok, on est parti pour travailler sur le pion isolé. Deuxième cours sur le pion isolé, et cette fois-ci on va se mettre du côté de ceux qui jouent contre le pion isolé. Alors, pour jouer contre le pion isolé, la première chose, ça va être évidemment d'empêcher celui qui a le pion isolé d'appliquer les méthodes vues la semaine dernière. Donc je vous fais un rappel hyper rapide. Quand il y a le pion du coup isolé, vous devez soit l'avancer, le sacrifier, le donner pour de l'activité de pièce, soit du coup essayer d'aller mater le roi adverse en version très très rapide. Donc quand vous jouez contre le pion isolé, eh bien vous devez faire en sorte, dans la plupart des positions, de ne pas vous prendre ça déjà. Ensuite, il y a une méthode générale pour essayer d'exploiter la faiblesse du pion isolé, qui tient à peu près en 4 étapes, ça dépend comment vous découpez ça, et elle est illustrée par le diagramme que vous avez sous les yeux actuellement. Alors la méthode pour exploiter la faiblesse d'un pion isolé, 1, vous devez vous débarrasser du plus de pièces mineures possible. Là ici il se trouve que j'ai réussi à enlever toutes les pièces mineures. 2, le pion isolé doit être bloqué. C'est le cas ici, avec la tour en D4, qui bloque complètement le pion, pour éviter le plan numéro 1 que je vous ai cité, qui consiste à pousser le pion. Une fois que ce pion est bloqué, vous devez mettre les pièces lourdes en batterie. Autrement dit, je prends mes pièces lourdes, il n'y en a que 2, et puis je vais commencer à cogner le pion, avec une batterie. Va en résulter un clouage, parce que ça paraît peu crédible que la tour noire, par exemple, défende latéralement le pion. Là, ici d'ailleurs il y a un clouage sur la tour en D8. Et enfin, une fois que vous avez obtenu tout ça, vous allez gagner le pion, grâce au soutien du pion. Ici les blancs jouent E4, profitant du clouage du pion D5. Et puis au prochain coup, on va, beaucoup de couleurs ici, on va manger en D5, gagner le pion, et puis essayer de gagner la finale avec un pion de plus. Donc je répète la méthode. Échanger le plus de pièces mineures, bloquer le pion isolé, c'est le plus important, batterie de pièces lourdes, et enfin vous gagnez grâce à un clouage. Donc ça c'est la théorie. Est-ce que déjà on est ok avec la théorie? Ou est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va considérer que c'est bon pour tout le monde, sinon vous posez vos questions dans le chat. La théorie c'est mignon, mais en pratique ça demande un petit peu de maîtrise et ça se passera jamais quasiment comme ça. Parce que l'autre va jamais vous laisser enlever toutes les pièces mineures sans réagir, et même si vous arrivez à faire tout bien, vous allez quand même être confronté à des difficultés pour gagner la finale. Alors ce que je vous propose c'est de regarder un exemple, parce que ce sera plus parlant que du coup tout ce que je vous ai mis ici. Alors, l'exemple que je vais vous montrer, il y a eu entre deux joueurs relativement connus. Le premier joueur avec les blancs, c'est Monsieur Karpov. Le deuxième joueur avec les noirs, c'est Monsieur Spassky. Alors ça n'a pas eu lieu lors d'un championnat du monde, ce que je vais vous montrer, mais c'est une partie qui néanmoins est relativement connue. Je vais montrer le début, j'ai pas trop envie d'en parler, parce qu'on est en 79, que la théorie a évolué depuis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc je vous montre juste le début pour satisfaire votre curiosité, mais je ne tiens pas spécialement à discuter ni de l'ouverture, ni de ce que vous allez voir là.
Donc il se passe des choses qui sont plus ou moins normales. Il y a la baston au centre. Tout ça c'est plus ou moins normal. Et ok, donc ici, fou E7, c'est la ligne ancienne. Ça, cette première ligne, elle a été débattue dans le match Karpov-Korchnoi, je crois, à 78, un an avant. Et ok, c'était une ligne considérée comme une souffrance pour les noirs, mais peut-être on peut annuler si on joue ça. Récemment, du coup, il y a d'autres choses qui sont apparues dans cette ligne-là, dans le match Caruana-Carlsen, par exemple. Caruana est arrivé avec le coup tour D8, qui était une nouveauté là-dedans. C'est la première partie du match entre Carlsen et Caruana, dans cette position-là. Et jusqu'à il y a peu, la ligne à la mode, c'est tour E8, qui donne à quelque chose de compliqué. Donc bref, on est sur fou E7, qui est D2, qui est discutable, mais qui est, fait partie des grands coups, on va dire. Fou D7, fou E2, tour FC8, petit roc, dame D8. Et dans cette position-là, on va voir ce qui m'intéresse, vu que Karpov ici va jouer pion prend D5, pion prend D5. Et donc voilà la position qui m'intéresse, parce que vous êtes en présence d'un pion isolé, du coup, chez les noirs, en D5. Alors, je ne vais pas vous poser la question de savoir qui est mieux dans cette version de pion isolé, est-ce que ce sont les noirs ou est-ce que ce sont les blancs, parce que vu qu'a priori on fait un cours et un exemple sur comment jouer contre, la réponse paraît évidente. Donc les blancs ici ont une bonne version de pion isolé. Si vous vous souvenez des versions de pions isolés qu'on a regardées la semaine dernière, bah à chaque fois, notre supériorité, elle résidait dans l'activité des pièces. Autrement dit, les pièces mineures de celui qui avait le pion isolé sont plus actives que les pièces mineures de celui qui joue contre. Or, si vous regardez la position ici, c'est absolument pas le cas. Par exemple, vous avez le fou en F4 qui est parfaitement sorti devant sa chaîne de pions. Dans une position normale de pion isolé, le fou F4 il est souvent puni en C1. Il y a le cahier des deux qui est peut-être bizarrement placé, mais ça devrait bien aller après le prochain coup des blancs. Et il n'y a aucune pièce blanche qui est vraiment catastrophique ou qui remporte vraiment des problèmes. A l'inverse, chez les noirs, on peut se demander par exemple ce que fait le fou en D7. Donc en fait, si vous voulez apprendre à évaluer correctement des positions de pions isolés, la première astuce, c'est de regarder l'activité des différentes pièces, les pièces mineures, et si jamais il n'y a pas un déficit d'activité pour celui qui joue contre, autrement dit que celui qui a les pièces, celui qui a le pion isolé n'a pas des pièces plus actives, bah ce n'est pas un très bon pion isolé. Vous devez vraiment avoir des pièces plus actives. Par exemple, il y a la tour A8 aussi, on se demande ce qui va se passer ici. Ok, donc les blancs sont mieux, parce qu'ils n'ont pas de problème de pièces, et Karpov va commencer à appliquer la méthode. Donc la méthode, je vous la répète, échanger le maximum de pièces mineures, bloquer le pion isolé, mettre en place une batterie avec les pièces lourdes sur le pion isolé, et puis enfin gagner le pion grâce à l'avancée d'un pion situé à côté du pion isolé. Seulement en pratique, dans ce genre de position, vous ne pouvez pas par exemple échanger les pièces mineures comme ça. Là si je vous demande d'échanger des pièces mineures avec les blancs, bon bah ça va être compliqué. Il va donc falloir commencer par calmer un petit peu le pion isolé, et le premier coup de Karpov est relativement logique, c'est le coup cavalier F3. Donc en jouant cavalier F3, on repositionne son cavalier de manière à contrôler la case devant le pion isolé. Et sur cavalier F3, bah, vous positionnez plus ou moins également une attaque sur le pion D5. Dans cette position, les noirs ici jouent H6, qui est assez particulier. Donc la première question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est qu'est-ce qui se passe si je mange le pion? Est-ce qu'avec les blancs, je peux aller jouer cavalier prend D5? À vous.
Alors, est-ce que je peux manger ce pion D5? Oui ou non? Alors, vous êtes plusieurs à avoir la bonne idée, mais la réponse effectivement est non. Je ne peux pas manger ce pion D5. La petite chose à repérer, c'est qu'il y a un vis-à-vis effectivement tour dame qui traîne ici, qui fait que vous ne pouvez pas, dans cette position, aller jouer quai prend D5. Parce qu'après simplement cavalier prend D5, tour prend D5, bah dans cette position, la découverte risque de faire assez mal. Il y a plusieurs façons de faire des découvertes. La plus efficace, ça a quand même l'air d'être cavalier B4, qui attaque votre dame et la tour. Donc vous bougez votre dame, puis je prends la tour. Donc, première étape, c'est pas possible dans cette position d'aller manger le pion D5. Ok, je peux pas manger le pion D5. Donc je dois continuer à appliquer la méthode, que je vais pas vous rappeler une énième fois. Trait au blanc, qu'est-ce que vous pouvez me proposer dans cette position? Cavalier D4, c'est une possibilité. Mais je suis pas sûr que tu aies anticipé tout ce que ça va changer, tout ce que ça va induire comme changement dans la position. Ce serait un coup tout à fait crédible, c'est pas le coup de la partie. Ok, D4 ici. Alors, fou B5, c'est pas une très bonne idée dans cette position-là. Parce qu'en fait, fou B5, l'idée, je suppose, c'est d'échanger les pièces. Malheureusement, c'est pas une menace. C'est-à-dire que si je joue un coup neutre, je vais jouer roi H8, fou prend C6, c'est pas une très bonne idée. Parce que je vais pouvoir prendre du pion. Et alors, mon joli thème de pion isolé, bah, on l'oublie. On est sur complètement autre chose ici. Avec les noirs, j'ai réussi à défendre le pion en D5, hein, ce sera pas du tout une cible. Cavalier D4, hein, ce dont on discutait tout à l'heure. Faut pas oublier qu'il y a toujours ce vis-à-vis là. Peut-être, je ne sais pas, hein, mais peut-être que je peux finalement prendre le cavalier pardon, D4. Avec l'idée après tour prend, que je vais trouver ce type de coup là qui peut être assez embêtant, j'ai l'impression. Par exemple, hein, si vous jouez tour prend D5, je vais pouvoir, alors je sais pas si je fais fou prend A3 ou si je fais quai prend C3 direct, mais il y a des problèmes tactiques dans cette position. Dame B1, j'ai du mal à voir l'idée. Du coup, Jérémy pour Dame B1. L'idée doit être sans doute de dégager de la colonne C. Ici. Et ok, ça paraît bizarre de la mettre en B1. Je sais pas si en B1 elle va être vraiment hyper bien placée dans cette position-là. Alors Patrick propose un coup qui est beaucoup plus intéressant que le coup cavalier E5. Parce que là, vous menacez véritablement d'aller, du coup, échanger une pièce, un D7. Donc E5, on en parle après. Fou E5 proposé par Laura ou Dame B3 par Christophe. Pareil, Dame B3, c'est pas inintéressant, mais en fait, il vous manque la réflexion du que vont jouer les noirs. Par exemple, sur Dame B3, si vous connaissez le prochain coup des noirs, ça paraît relativement facile de vous rendre compte que Dame B3 donnera peut-être pas ce qu'on souhaite, du coup.
Pareil du coup pour le coup fou E5 qui peut poser des problèmes. Et pour répondre à Arthur, du coup, en théorie, disons que si jamais on laisse passer d'autres choses, ce serait mieux que ce soit pas très impactant. C'est-à-dire qu'on travaille sur de la structure, et la structure, je vous ai déjà dit, c'est complètement inférieur au rapport de pièces. Donc il est évident qu'échanger les pièces mineures, mais pour filer la paire de fous à l'autre, par exemple, il faut être vraiment sûr et certain que la paire de fous ne pourra pas s'exprimer. Parce que si jamais on échange des pièces mineures, mais qu'on crée un nouveau déséquilibre, c'est plus une position de pion isolé, c'est une position de pion isolé contre paire de fous, par exemple. Dans ces cas-là, ça peut changer complètement la donne. Donc, si possible, on évite d'échanger des fous contre des cavaliers. Je dis bien si possible. Dans le bon coup joué par Karpov ici, c'est celui donné par Patrick, c'est quai E5. Qui du coup menace dans cette position de prendre le fou D7. Et ça c'est bien un échange qui ne modifie pas la structure. Alors pour répondre aux questions de fou E5 ou autre, fou E5, ce qui me plaît pas c'est cavalier prend E5. Du coup. Et après cavalier prend E5, dans cette position là, je vais jouer quelque chose comme fou E6, j'ai chopé la paire de fous, et c'est compliqué de continuer l'attaque contre le pion D5. C'est jouable, mais ça paraît pas être la bonne idée ici. Dame B3, il y a deux coups qui posent problème. Le premier c'est fou E6, qui est assez évident pour défendre le pion et qui menace D4. Alors tu peux tout à fait aller manger B7, mais il faut que tu sois sûr de ressortir. Et moi je suis pas du tout sûr qu'on ressorte. Et le deuxième coup qui pose problème sur Dame B3, c'est le coup qui est A5. Alors je sais pas si c'est un gros problème, cavalier A5, mais du coup, la dame est attaquée, il faut lui trouver une autre case, et j'ai l'impression que la seule sûre c'est A2, et ok, dans cette position ça fonctionne pas vraiment. Donc ça va pas fonctionner non plus. Si tu joues E4, du coup Maxime, tu enlèves le critère sur lequel on veut travailler. On veut justement gagner, on veut justement gagner le pion en D5, donc j'ai pas envie de l'échanger en jouant E4. Dans le bon coup, c'est vraiment cavalier E5. Et ok, sur cavalier E5, du coup, il y a fou E6 qui a été joué pour défendre le pion D5, et puis pour éviter l'échange, du coup, en D7. Très au blanc, qu'est-ce que vous pouvez me proposer dans cette position-là? Dame D2 c'est une option, mais même bêtise Jean-Luc, tu me donnes une possibilité dont tu me parles pas. Moi si tu me joues Dame D2, je sais ce que je vais te jouer tempo avec les noirs, ou en tout cas je sais ce que je calcule tempo sur Dame D2. Et il manque à chaque fois cette opportunité pour l'autre, et là l'opportunité a l'air assez facile en tout cas pour les noirs sur Dame D2. Sachant que j'ai un pion isolé et que je dois utiliser mon avantage au centre, toi, si tu me joues Dame D2 ici, je vais assez gentiment et très rapidement te proposer cavalier E4. Qui attaque la dame. Alors tu peux jouer ce genre de truc là, mais là on est complètement en dehors du thème du cours, il n'y a plus de pion isolé, il n'y a plus de... Voilà. Et si tu joues pas ça, la dame rebouge et on est reparti pour encore des trucs pas terribles. Alors, on me propose Dame D3, qui essaye d'améliorer ça, mais Dame D3, je suis pas sûr que ça change grand chose. C'est pas un mauvais coup, mais je suis pas convaincu de l'intérêt de jouer Dame D3. J'ai l'impression de gêner quand même mes pièces ici. Et puis je vous rappelle la technique, on est censé mettre en place une batterie après. Donc la dame en D3 elle risque de me gêner quand même dans cette position-là. Fou F3, c'est une option. C'est une option, mais on est plus dans de la tactique que dans véritablement l'application de la méthode. Sans aller très loin, sur Fou F3, je peux le jouer Fou D6 par exemple. Et du coup, après Fou D6, évidemment, j'essaie de te provoquer pour que tu prennes, et que j'ai plus de problème.
Et donc, oups là, pardon, cliquer au mauvais endroit. Je sais pas ce qu'on joue après fou D6. Ok, bon. J'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir une proposition ici. Si je dois bouger le cavalier, ça veut dire que je dois jouer ça, qui a l'air quand même hyper chelou. J'ai l'impression que mes pièces se marchent un peu dessus, dont le cavalier en D3. Non, vous n'avez pas le bon coup pour l'instant. Dans cette position-là. Alors, si je vous ai montré la méthode, c'est pour l'utiliser quand même. Hein. Si je me suis embêté à vous la montrer en début de cours, il y a un intérêt. Hein. Alors tour D3, je vais même pas le regarder, Jérémy, tu vas trouver sans moi pourquoi tour D3 ça marche pas. C'est la vérification là, qui va pas, sur tour D3. Tour D2, ça va pas fonctionner, la méthode je vous ai donné dans l'ordre. Hein. Là, si vous espérez mettre en place dans cette position une batterie, ça va jamais fonctionner. Hein. Alors qu'elle prend C6 tout seul, je prends pas. Je prends pas si vous me donnez pas les coups des adversaires. Hein. Sur D2, j'ai déjà répondu du coup. Ça va être le décalage. J'ai expliqué qu'on n'aura jamais le temps, jamais vous ferez en place une batterie avec 4 pièces mineures sur l'échiquier quoi. Même si vous la mettez en place, le pion D5 il va tenir, hein, je veux dire. Même si vous arrivez par un miracle, je sais pas comment, à me faire une espèce de batterie avec vos 3 pièces mineures, le pion D5 il me suffit d'une pièce mineure pour le tenir. Hein. Donc ça va pas être efficace quand il y a des pièces mineures. Non, la méthode elle est dans l'ordre, il y a des choses à faire avant la batterie. Hein. La première étape de la méthode, c'est quand même d'enlever le maximum de pièces mineures. Bah, je suis désolé, dans cette position, vous avez un échange possible de pièces mineures, j'ai bien dit possible, pas dit qu'il était bon, et donc il doit être évalué. Marqué G4, tu donnes une pièce, du coup, voilà. Si tu joues G4, t'es attaqué 2. Défendu. Non, vous cherchez... Maxime, tu y as accès normalement. Hein. Si tu reviens, en théorie, tu peux repartir au début du live. Donc non, vous cherchez trop loin, je veux dire. Enfin, là, il y a une pièce qui est prenable en 1, ça doit être évalué. Bon, je vois que je suis pas le seul à galérer ce soir. Je vais essayer de vous aider. Mais globalement, qui prend C6, ça doit très clairement être évalué. Puis on prend C6, ça me plaît pas. Ça me plaît pas dans cette position de faire cavalier prend C6 si les noirs peuvent reprendre du pion. Mais ce qui est important là-dedans, c'est le si. J'ai jamais dit que les noirs pouvaient reprendre du pion. Ça m'embêterait qu'ils puissent reprendre du pion. Mais si vous êtes capable de me prouver qu'après cavalier prend C6, les noirs ne peuvent pas prendre du pion, bah alors là ça m'intéresse évidemment, parce qu'on va se débarrasser d'une paire de pièces mineures. Donc effectivement, Patrick a bon. C'est que dans la partie, Karpov a joué cavalier prend C6. Ici. Parce qu'effectivement, pion prend n'est pas possible. Si vous faites pion prend, il y a une petite tactique qui traîne qui est pas très dure. C'est le coup fou A6. Et votre tour en C8 n'a plus de cases. C'est un des problèmes d'avoir laissé les pièces des blancs s'activer. Comme les pièces des blancs sont jolies aussi, qu'elles font également des choses, bah vous avez un petit peu de tactique qui apparaît. Donc, on y revient, hein, cavalier prend cavalier a été joué parce qu'on est sûr et certain que les noirs ne prendront pas du pion B. Encore une fois, s'ils pouvaient prendre du pion B, ce serait pas forcément terrible. C'est pas tout à fait l'idée, parce qu'il n'y aurait plus de pions isolés. Mais comme ils ne peuvent pas prendre du pion B, ou alors ça leur coûte une qualité, on va la manger la qualité.
Bah du coup, Karpov a pris en C6. Est-ce que je suis bien clair sur mon explication? Est-ce qu'on est bien ok là-dessus? Ok. Alors on avance, dans la partie il y a eu tour prend, avec du coup les noirs. Les blancs ont continué, je vais avancer un peu parce que sinon on va faire la séance entière sur cette partie-là. Les blancs ont continué avec fou F3, qui du coup met une pression assez énorme sur le pion D5. Évidemment, ce genre de coup, on a vérifié que les noirs ne pouvaient pas jouer D4, mais les noirs ne peuvent pas jouer D4 dans cette position. Les noirs ont proposé Dame B6, qui essaie d'arranger un peu leurs pièces, on va avoir du tour C8 ou du tour D8 pour essayer de jouer D4 et se libérer. Et à nouveau, les blancs ont proposé un coup qui est extrêmement logique, qui est le coup fou E5. Qui cette fois-ci devient plus intéressant que, je crois que c'est Laura qui l'avait proposé tout à l'heure, quand il a été proposé, parce qu'il n'y a pas de possibilité de supprimer le fou. Donc vous menacez peut-être de prendre le cavalier F6, c'est pas dit qu'on le fasse, mais surtout vous contrôlez la case D4 pour éviter que les noirs s'amusent à jouer D4. Je vais avancer un tout petit peu encore. Spassky a joué cavalier E4, et qu'il essaye de provoquer, de trouver du contre-jeu sur le cavalier C3 avec le clouage, et ça va pas très bien fonctionner. Karpov est précis ici et joue Dame 2. Sort simplement du clouage. Et avec les noirs, Spassky ne trouve pas mieux que d'aller jouer cavalier prend C3, fou prend C3, et tour D8. Et là ça devient intéressant parce qu'on a réussi à se débarrasser de 2 paires de pièces mineures en plus. Donc les blancs progressent de plus en plus dans cette position. Et il faut trouver comment continuer. Alors là, maintenant qu'il y a moins de pièces mineures, vous avez le droit de passer à d'autres étapes dans la méthode. On a échangé pas mal de pièces mineures, donc on peut commencer à travailler sur la mise en place de la batterie. Donc qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme batterie ici? Quel coup pour mettre en place la batterie sur le pion D5? Alors tour D3 c'est un début, effectivement. Bon, c'est le coup qu'a joué Karpov du coup. Il a joué tour D3 ici, pour préparer le doublement des tours sur le pion D5. Et effectivement, il faut vérifier qu'il n'y ait pas le coup fou F5 dans cette position. Mais fou F5 ici ne fonctionne pas, parce que le rôle du fou c'est de protéger le pion D5, donc il y aurait simplement tour prend pion en 1, protégé par le fou F3. Donc tour D3, c'est pas possible d'aller jouer fou F5. A partir de là, Spassky va choisir de défendre un peu passivement. Donc je vous préviens que ça risque d'être passif ce que font les noirs. Si ça vous plaît pas, vous irez vous plaindre auprès de Monsieur Spassky. Il y a eu tour CD6 pour anticiper les problèmes sur le pion D5. Tour D1 qui devrait pas vous surprendre. On double les tours. Et dans cette position, ben, les noirs défendent avec tour D7. Autrement dit, on est très passif, on attend. Ok, donc vous avez mis en place une petite batterie. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer maintenant avec les blancs pour continuer? Donc youpi, le pion D5 est sous pression, vous contrôlez bien la case devant. Mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément le coup E4 à disposition. Donc comment améliorer sa position?
Alors, Laurent, dame E1, je vois pas trop ce que tu veux faire avec ce coup-là. C'est quoi ton idée, du coup tu veux tenter de me coller, ce genre de truc là, sans doute. Mais ça, c'est une menace. Ça ne fonctionnera pas. Si tu joues dame E1, bah, je sais pas, je vais jouer dame par exemple C6. Et fou A5, il me suffira de jouer B6. Ce qui fait que je maintiens tous les défenseurs du pion D5. Donc non, 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 Karpov a joué basique, c'est le cas de le dire. Et du coup, il a joué effectivement tour 1 des 2. Avec l'idée que sur tour 1 des 2, bah, on va rajouter la dame en plus sur la batterie. La dame vient derrière les tours, on va augmenter la pression à mort du coup sur le pion. C'est pareil, fou F4, F4 c'est là. Donc je sais pas trop ce que tu me proposes comme coup du coup, Jérémy, parce que fou F4 je vois pas ce que tu veux jouer. Du coup, je sais pas, tu me rediras. Donc non, Karpov a joué du coup tour 1 des 2 pour rajouter encore de la pression. Il y a eu dame B5 de la part de Spassky, dame D1 et B6. Alors, vous avez cette position-là. Bon, j'ai vu du coup Jérémy, mais je je veux pas répondre parce que tu peux réutiliser l'idée ici. Donc, je veux pas avancer trop vite. Donc, vous avez cette position-là. Et cette position-là, ben, vous avez pratiquement réussi à appliquer la méthode générale, mais il y a des choses qui sont différentes sur l'échiquier. Et en fait, ces choses qui sont différentes par rapport à la méthode générale, eh bien, elles changent beaucoup de choses. Elles vont vous empêcher d'appliquer la méthode générale. Donc le premier travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la méthode générale ne va pas fonctionner dans cette position-là. Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que je vous ai montré en tout début de cours. Ça, c'est le premier boulot. À vous de jouer. Alors, donc on a différentes idées, différentes choses. Fou E2, je vois pas très bien ce que tu veux faire, du coup. À part me prendre pour un pigeon et me laisser un truc en 1, hein, mais bon, genre, je bouge ma dame et puis du coup, voilà. Alors, je suis assez d'accord avec Laura, mais l'analyse peut gagner en précision. Mais globalement, par rapport à la méthode générale, bah, vous n'avez pas de clouage du pion en D5, parce que la tour en D7 est effectivement suffisamment défendue. L'idée c'était de jouer E4 et vous ne pouvez pas prendre parce qu'il y a un clouage. Là, il n'y a pas de clouage, la tour D7 est correctement protégée. Maintenant que du coup vous avez identifié ça, il y a moyen d'être un petit peu plus précis encore. Je suis d'accord que vous allez penser à dégager dame ou fou. Bah, je vous laisse chercher du coup, je vous en dis pas plus. Moi j'ai une analyse qui est un poil plus précis, mais ok. Je vous laisse essayer de trouver des moyens de résoudre ça.
vous avez l'air de déborder d'idées, du coup. Alors, bon, on va regarder un peu tout ça, mais donc il y a des suggestions avec lesquelles j'ai du mal dans ce que vous me proposez. On est d'accord que l'identification du problème, c'est la tour D7 est protégée, donc je peux pas jouer E4. Donc vous êtes censé me proposer des coups qui travaillent sur ça. Fou D4 et fou E2, par exemple, Alain, fou D4, t'as plus aucune pression sur le pion D5, même si tu bloques le pion. Fou E2, ça va pas t'aider plus que ça, parce que du coup, fou E2, hop là, pardon, moi je vais juste jouer dame C6, bouger ma dame gentiment. Pareil, le coup A4 c'est bien pour un coup, mais je vais jouer dame C6, je vais continuer à défendre la tour D7 et vous n'allez pas forcément y arriver. Et du coup, globalement, fou G4, je vois que Laura a répondu, c'est que j'allais répondre bah, si je passe mon tour. Parce que fou G4, je vois pas la menace. Si je suis un bon glandu et que je mange le fou, je comprends l'idée, mais si je touche à rien, si je fais dame C6, j'ai du mal à voir là. Bon, je vais vous aider un petit peu encore une fois, parce que du coup, la méthode générale, elle est précise, et il y a une seule chose qui change par rapport à la méthode générale, c'est pas le placement de la dame, parce que votre dame, pour l'empêcher de défendre la tour D7, je vous souhaite bien du courage. Hein. Des cases où je défends la tour D7, j'en ai 36 000. Hein. Donc du coup, pour me les prendre toutes, ça va être compliqué quand même. Et ok, dans ces positions-là, bah, ce qui va pas, c'est le fou en E6. C'est ça qui change. Tant que votre fou est en E6, bah, vous n'aurez jamais de clouage sur la tour D7. C'est à cause du fou situé en E6 que vous ne pouvez pas gagner les pions. Une fois que vous avez identifié ça, bah du coup, dans cette position, il faut être capable de se débarrasser du fou. Alors, il n'y a pas double attaque 5 G7 à la fin. Alors, ça doit être E6 G7 sans doute, et c'est après fou G4, où je suis méga sympa, je joue rien, et je me prends fou, prend E6, puis on prend E6, dame G4. Ça doit être ça l'idée, sans doute. Bon, ben, on va être sympa, mais pas trop, quoi. Je sais pas, je vous joue dame C6, par exemple. Et comme ça, du coup, fou prend, pion prend, dame G4, bah, j'ai juste à bouger mon fou, quoi. Fou F8. Ça marchera jamais, ça, hein, donc, en tout cas pas là. Donc non, il faut trouver un moyen de se débarrasser du fou E6. Et par se débarrasser du fou E6, ça veut pas forcément dire l'enlever de l'échiquier. C'est le fait que le fou en E6, du coup, eh bien, il soit en E6. Il défende la tour. Donc qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme idée pour enlever ce fou de E6? Je sais pas ce que vous avez avec fou G4, mais j'ai l'impression d'avoir répondu en long, en large, en travers. Je vais essayer d'être plus clair, c'est pas fou G4. Je peux pas vous faire plus clair. Hein. Fou G4 ne fonctionne pas, ce n'est pas une bonne idée. Alors fou prend D5 par contre, j'ai du mal à voir quelle est l'idée. Parce que fou prend D5, bah, je paye. Mais même si je paye du fou, il n'y a pas de clouage avec E4 parce que quand je m'en vais, je redéfends la tour. Donc fou prend D5, non. Non, Monsieur Karpov, il a joué, bah, vous allez voir ce qu'il a joué, mais il a préparé le seul plan de la position qui a enfin été trouvé, qui est l'arrivée d'un pion F5. Le seul moyen d'enlever le fou de E6, c'est d'emmener un pion F5.
pouvez faire ce que vous voulez, tant que le fou reste en E6, il n'y aura pas de clouage sur la tour D7. Donc ici, M. Karpov, il a joué G3, qui permet de laisser passer le fou et le pion. On a eu fou F8, fou G2, fou E7. Alors il y a une petite subtilité qui était peut-être pas indispensable, c'est le coup dame H5, qui dans cette position crée un clouage horizontal et menace de jouer E4 parce que la dame n'est pas protégée. Donc c'est parce qu'il défend la dame pour empêcher E4. H3, dame C6, roi H2, donc l'idée c'est de cacher le roi avant de commencer à envoyer. Dame B5, donc j'ai dit c'est parce qu'il fait pas grand chose. Hein. F4, et dans cette position, bah sur F4, vous commencez à menacer F5, gagne le fou. Donc les noirs sont obligés maintenant de réagir. Et sur F4, les noirs ont joué F6 pour se laisser la case F7 disponible. Sur F6, les blancs sont revenus en D1 pour mettre la pression sur le pion, pour être bien sûr que les pièces noires vont pas n'importe où. Dame C6, G4, et puis ben, vous arrivez à la position de base, où je vais jouer F5, le fou va se barrer, et E4, je vais gagner, du coup, le pion D. Alors les noirs ont joué leur dernière carte avec G5, qui complique un petit peu les choses. En fait, G5, c'est un petit piège, je suis même pas sûr que ça marche. Si vous jouez F5 et que vous allez au bout de l'idée, on peut jouer fou F7, et en fait, E4 fonctionne pas très bien. E4 fonctionne pas très bien parce qu'il y a des thématiques d'échecs. Par exemple, il y a le coup fou D6 échec intermédiaire. Et ça change de 3 trucs. Donc du coup, sur G5, parce que ça change de 3 trucs le long de cette diagonale, Karpov a joué juste roi H1, tu n'auras rien le long de la diagonale. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il n'y a plus de problème? On retrouve l'idée générale, il y a eu F5, le fou doit bouger, fou F7, ça y est, le fou ne défend plus la tour en D7, on peut y aller et donc gagner le pion avec E4. Je vous montre la fin de la partie, parce qu'il y a les petites blagues tactiques, mais la partie est déjà suffisamment compliquée comme ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ça se passe rarement comme dans la méthode générale. Il a fallu avec les blancs travailler énormément pour se débarrasser du fou E6 et pouvoir gagner le pion grâce à E4. Mais vous devez connaître la méthode générale pour comprendre quelle est la différence avec votre position. Et du coup après raisonner sur les différences. Dans cette partie, il y a eu roi G7, pion prend D5, dame C7, tour E2, bon on a un pion de plus maintenant, hein, donc passé. Et sur B5, il y a eu une petite combinaison, donc je vais vous montrer le début de la combinaison, on va essayer de trouver pourquoi. Dans cette position, du coup, Karpov a joué tour prend E7. Bon, tour prend, et D6. Ici. Alors, évidemment, Spassky avait vu ça, parce que c'est quand même pas très compliqué au niveau tactique. Et donc il a joué le coup qu'il avait prévu, à savoir le coup dame C4. Quelle est l'idée de dame C4? Bah, l'idée, c'est que vous ne pouvez pas manger la tour sans perdre la vôtre. Donc je conserve, pour l'instant en tout cas, ma qualité de plus avec les noirs. Seulement Karpov avait vu évidemment un coup plus loin, avant de jouer ça, et a joué un coup ici qui a provoqué l'abandon. Alors ma question c'est quel est ce coup? Donc c'est un petit peu de tactique. Avec les blancs, hein, vous avez pour l'instant une qualité en moins, vous aimeriez bien reprendre la tour E7, mais si vous le faites, ça vous coûte votre propre tour. Voilà les conditions de départ. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Et proposez-moi des variantes, hein. Proposez pas un seul coup, hein, par pitié. Hein. Dans une position tactique, il faut m'expliquer un peu ce qui se passe. Donc, par exemple, Laura, je ne vais pas répondre. Du coup, ça ressemble à un seul coup.
C'est une jolie variante. Ça vous oblige à réfléchir du coup. Alors pareil, Christine, c'est un seul coup, donc quand vous faites ça, moi quand vous me proposez ce coup-là, ça veut dire que vous considérez que les noirs peuvent rien jouer et abandonner. Alors ça, le T à résoudre, j'ai du mal, mais du coup, le tour D4 résout les problèmes de la surcharge à la tour D3. Non. Non, non, ça résout rien. Tour D4, il y a Dame C5. Je comprends rien à vos variantes, hein. Je veux pas être... Alors je suis malade, donc du coup, je suis pas très frais, et ma patience est moindre, mais je comprends pas tout, du coup, à ce que vous me proposez. Donc tour D4 ne fonctionne pas, ça c'est sûr, mais ça, parce que vous n'avez pas... Vous ne faites pas le travail pour l'adversaire, en fait. Vous faites bien le travail de votre côté de comprendre quels sont vos problèmes et d'essayer de résoudre vos problèmes, mais l'autre c'est toujours un gros jambon qui peut jamais rien faire. Mais Dame C5, c'est sûr que c'est pas une très bonne idée sur tour D4 par contre. C'est pas Dame C5 le problème, hein. La tour est défendue 2 fois, je prends E7 et je vois pas le souci, hein. Mais je veux pas vous aider, pourquoi tour D4 ça marche pas. Vous devez être capable de trouver tout seul pourquoi tour D4 ça marche pas. Vous avez joué un coup, vous attaquez la dame et la tour, ça paraît assez évident de regarder les coups candidats pour les noirs. Et le bon coup noir, c'est un des coups candidats, un des premiers que vous devriez regarder, quoi. Donc vous allez trouver tout seul pourquoi tour D4 ne marche pas. Alors en B3, Christine, pareil, va falloir justifier un peu. Peut-être faut prendre dans l'ordre et trouver pourquoi tour D4 marche pas. Peut-être commencer par là, vu que tour D4 a été proposé plein de fois et que ça vous paraît gagnant. Qu'est-ce qui se passe après tour D4? Prouvez-moi que ça fonctionne pas. Pas très dur. Alors vous êtes deux à me proposer tour D4, tour prend D6. Mais sur tour prend D6, je suis d'accord que je vais pas prendre votre dame. Mais je m'intéresse quand même à ce qu'il y a si je prends votre tour en D6. Alors Arthur, il va me falloir un peu plus. Alors un peu plus, hein, ça veut dire que quand vous me filez des pièces en 1, faut m'expliquer ce qui se passe si je les prends, quoi. Parce que si vous me proposez un coup et que vous me filez une pièce en 1, je ne sais pas si vous n'avez pas vu que vous filez une pièce en 1, ou si... Oula, alors Alain, tu t'es lancé dans un grand truc, hein. Ça part vite en cahuète, hein, quand on fait de la tactique, hein, avec vous, hein. Vous n'êtes pas très précis dans la tactique, hein. Bon, alors, fou prend F6 échec, roi prend, ça je te l'accorde. Et tu me proposes D7. Bah, je vois pas ce que tu as obtenu en fait, hein. Tu m'as donné un fou et le pion a avancé et derrière... Derrière, bah, je sais pas, j'ai envie de passer mon tour, de jouer un coup pour rien. Et je vois pas vraiment, ton pion n'ira pas plus loin, hein. Je contrôle bien la case. Bon, si je veux vraiment terminer proprement, je te joue ça échec. Avec l'idée que sur dame prend tour, je fais dame prend tour, comme ça il te reste plus que 2 pièces et le pion va tomber. Mais du coup...
Et pour reprendre la ligne tour D4, si vous faites tour prend D6, je suis d'accord avec vous que je peux pas prendre la dame, parce que du coup c'est la catastrophe, vous prenez la mienne sur échec, et puis vous prenez l'autre après. Mais si vous faites tour prend D6, je vais juste faire tour prend tour, et j'ai récupéré du coup... j'ai récupéré ma pièce hein, ici. Hein. Je suis pas mal avec les blancs. Donc non, la bonne variante effectivement sur tour D4, c'est dame 2 comme indiqué plus ou moins par Arthur, mais qui s'est arrêté. Et donc dame 2, ça permet de sauver la tour. Pourquoi dame 2 ça permet de sauver la tour? Bah globalement, si vous prenez ma dame, je prends avec la tour qui était attaquée et j'ai sauvé ma tour. Et si vous faites pion prend tour, qui est quand même le coup critique, je récupère ma tour, eh bien vous ne gagnez pas vraiment une tour à cause du rayon X, dame prend D1 échec, tour prend obligé, et je récupère avec tour prend D1. Donc sur tour D4, dame 2, dans cette position-là, du coup, là il n'y a pas d'option pour continuer. Ou en tout cas pas tout de suite. Alors, donc ça a été trouvé plus ou moins dans le chat, donc sur dame C4, voilà. Alors fou prend A5 c'est une option, ici avec les blancs, mais du coup je vois pas ce que ça change si par exemple je fais tour D7. Ici. Je peux toujours pas manger la tour parce qu'il y a toujours tour prend tour. Alors on me propose B3, la dame doit bouger. Et on me propose du coup tour prend D6, B prend, ça va être la dame. Tour prend, dame prend. Ok, donc B3, tu m'as prouvé Emric que je peux pas jouer tour prend D6, je suis d'accord. Et je suis d'accord que B3 la dame doit bouger, mais sur B3 il y a un coup relativement évident. B3 c'est une bonne idée, hein, c'est le coup de Karpov, mais va falloir justifier un peu plus. Hein. Donc si vous faites B3, qu'est-ce qui se passe? Que jouer noir? Évidemment, s'ils enlèvent la dame n'importe où, tout va bien. Alors si dame prend, tu me proposes fou prend F6. Ouais, je suis pas convaincu. Hein. Donc B3, moi je vais jouer dame prend. Hein. D'accord. Alors fou prend F6, peut-être ça marche. Hein. Donc si je fais roi prend, c'est quoi l'idée? Parce qu'il va falloir compter les pièces derrière. Hein. Il n'y a plus l'idée dame 2, je suis d'accord, mais dame prend B3, ça fait pareil. Bon, je vais vous aider parce que vraiment, on va passer du temps sur des trucs tactiques qui sont pas très durs. Hein. Donc B3, on dévie la dame, et vous devez, et vous pouvez jouer dame prend B3. L'idée c'est quoi? C'est que si vous prenez la tour E7, on retrouve la même astuce que tout à l'heure, on va manger la dame, et avec un petit rayon X, on gagne à la fin. Donc sur B3, la dame doit forcément prendre en B3. Dame F4, si tu joues dame F4, du coup, Christine, je mange la tour cette fois-ci. Parce que quand tu manges la mienne, je suis protégé, et tout va bien. Donc non, non, B3, c'est vraiment dame prend B3. Alors je veux bien qu'il y ait fou prend F6, mais il faut calculer plus loin que ce qui m'a été vendu. Fou prend F6 gagne la dame, ça va pas me suffire. Non, il y a quelque chose de plus simple pour moi. Dans cette position-là. C'est qu'en fait, vous ne raisonnez pas par différence. C'est pour ça que je vois bien que vous avez du mal sur des choses qui me paraissent simples. Je vous reprends le truc de départ. Pion prend E7, ça ne fonctionne pas. À cause, dans cette position, de tour prend D3. Donc ça, normalement, on est tous d'accord. Ça, la position que vous avez sous les yeux, celle qui fonctionne pas. Il y a quand même des idées ici pour les blancs, qui vont pas marcher, mais il y en a une, moi, qui me démange. Trouvez-moi une idée ici avec les blancs. Alors j'insiste, elle ne marche pas dans cette position. Mais il y a quand même quelque chose qui doit être évalué concrètement, qui doit être regardé. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme idée ici avec les blancs? Bah effectivement, comme l'a dit qu'Arthur, il y a quand même un pion qui a une case de fer dame hein, dans cette position. Et le pion qui a une case de fer dame ne fait pas dame parce qu'il y a un fou en F7. Fou F7 dont le boulot est absolument d'empêcher le pion d'aller faire dame. Maintenant je reviens à la position de départ, du coup.
si vous faites B3 ici, et que les noirs jouent dame prend B3, bah cette dame en B3, elle est quand même protégée par le fou F7. Fou F7 qui avait pour mission, je vous rappelle, de défendre la case E8. Donc on peut faire des choses qui, moi, me semblent simples, à savoir dame prend dame, j'accepte votre idée, fou prend dame, et normalement, je ne peux pas manger la tour E7, parce que ça me coûte ma tour D3. Sauf que ici, je peux manger la tour E7. Parce que si je mange la tour E7 et que vous mangez la tour D3, bah à la fin il y a quelque chose de pas très dur qui est E8 dame. Alors peut-être que la variante peut vous sembler compliquée, longue, mais pour moi c'est pas le cas. Parce qu'en fait, tout part de qu'est-ce qui se passe après dame C4. Normalement, vous avez dû voir cette position-là. Sauf que si vous avez été trop vite dans cette position-là, que dans cette position-là, vous vous êtes arrêté à ça m'intéresse pas, que vous avez oublié cette possibilité de faire dame, ici. Moi j'ai calculé la possibilité de faire dame, bon qui marche pas parce que fou prend, mais j'ai envisagé ce truc-là. Bah quand on revient là, B3 c'est vachement facile à calculer. Parce que du coup, dès que la dame prend en B3, il n'y a plus le fou, donc je peux prendre sans risquer que la tour D8 bouge. Sinon il y aura dame. Donc je vais même pas calculer jusqu'au bout. Je sais pas si je suis clair dans mon raisonnement. C'est la différenciation de position, en fait. Par contre, si vous n'êtes pas propre et précis dans vos variantes, oui, vous pouvez vous noyer dans cette position-là, et puis on peut y passer sans 7 ans. Fou F1 proposé par Christine. Fou F1, du coup, j'ai l'occasion de bouger ma tour, non? Je sais pas, je peux jouer tour D7 par exemple. Ici. Alors peut-être tour A7, parce que sinon tu vas me proposer fou prend A5. Comme ça, il n'y aura pas fou prend A5 dans cette position. Et si tu as bien défendu la tour D3, bah du coup, dans cette position, j'ai eu le temps d'enlever ma tour A7. Donc non, le gain se fait avec B3. Ok, je vous remonte la partie vite fait, et puis on revoit les grandes idées. On est parti de là, un petit contrôle du pion. On a eu, dans cette position-là, un petit échange de pièces mineures parce qu'on a calculé que pion prend marchait pas. On a eu un deuxième échange de pièces mineures, et puis on a obtenu cette position dans laquelle on a utilisé la batterie. Cette position ne fonctionnait pas, ici, la méthode générale avec E4, parce que du coup, dans cette position-là, bah on a simplement le fou E6 qui défend. Alors je regarde le chat en même temps, quand il y avait tour D3 pour les noirs. Bon bah j'y reviendrai après, mais du coup il y a tour prend D1 et je gagne une dame. Sauf si ma position à l'aveugle est mauvaise, mais s'il faut F1 après tour D3, et tour prend dame, terminé. On va y revenir après. Et donc dans cette position-là, ben, c'est le fou E6 qui pose problème. Karpov nous a conçu tout un plan, qui peut vous paraître compliqué, hein, mais qui en fait consiste juste à retrouver la méthode générale. Et une fois qu'on a dégagé le fou de E6, c'est la méthode générale. À savoir la tour D7 est en l'air, donc je joue E4. C'est une très jolie partie avec une très jolie idée de la part de Karpov, mais il n'y a rien de foufou pour quiconque connaît la méthode générale sur comment gagner le pion isolé. C'est juste une très bonne technique, un très bon calcul des petites variantes et des petits trucs qui sont embêtants, et une très bonne maîtrise de la position. Mais quand vous connaissez la méthode générale, vous avez juste à fonctionner par différenciation. Trouver qu'est-ce qui est différent dans votre position de la méthode générale. Et donc la fin, donc on disait B3. Alors, à quel moment est-ce que on a... donc sans doute qu'on parlait de 7... non, peut-être sur D prend E7 direct. Tour prend D3, sans doute fou F1 ici, mais du coup si fou F1 c'est ce que je disais, hein, tour prend dame et abandon, parce que du coup le fou est cloué. Même si il n'était pas cloué, je pense que c'est abandon. Je cherche où est-ce que j'ai mis une tour en D3 autrement. Je vois pas où, dans les variantes. Donc je suppose que fou F1 c'était là. Si c'est B3, dame prend B3... non, il n'y a pas de fou F1 là-dedans. Je suppose que c'était là, du coup. Mais ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des questions sur, du coup, ce qu'on vient de voir là, et sur la méthode générale pour gagner contre un pion isolé? Ou est-ce que c'est à peu près clair?
Alors, si c'est à peu près clair du coup. Non, vas-y maintenant sur fou G4 du coup. Donc fou G4 à la place de G3 ici, sans doute. Quelle est la question? Ah, les problèmes réseau, ça je suis pas magicien. Je peux pas y faire grand chose. Bah, je joue dame C6 et tu veux jouer E4, c'est ça? Ça marche pas du coup? Parce que je vais toujours prendre un intermédiaire en fait, dès que tu auras joué E4. Je vais juste prendre en G4 un intermédiaire, donc ou alors faut que tu prennes en E6 d'abord avant de jouer E4 en fait. Mais sinon tu peux pas jouer E4 dans ces positions là. À chaque fois que tu joueras E4, tactiquement, il y aura fou prend fou G4 qui. Voilà. Donc il y a du décalage sans doute, mais j'ai répondu par anticipation à ta variante. Mais ça va pas. Hein. Ah ok. Peut-être que du coup ce que t'as pas vu c'est le prochain coup noir. Là tu penses que du coup je peux pas prendre en E4 et t'as pas tort. Je peux pas prendre en E4 ici parce que ça me coûte la tour D7. D'ailleurs je me fais même mater là. Mais en fait dans cette position là, il y a ce coup là. Que t'as sans doute pas vu. Et là j'ai un problème maintenant. Alors, petite expliciter, si tu prends du fou en D4, j'ai un problème parce que je me suis auto-cloué. Donc par exemple, là je peux te jouer fou F6. Et ce fou là ne bouge pas à cause de la tour D3. Alors je te vois venir tout de suite, hein, fou prend F6, c'est dame C1 échec qui gagne. Et là tu as un joli mat rigolo. Par exemple si tu fais tour D1, dans cette position, c'est un joli exercice, mais je gagne avec dame prend D1. Si tu prends de la tour, c'est un couloir. Et si tu prends de la dame, c'est tour prend D3. Dame bouge. Et tour D1, où je récupère la dame. Et du coup, si tu fais tour prend D4, sur D4 ici, ici tu as simplement tour prend D4, et tu as un problème. Si tu prends du fou, tu te reprends la même. Si tu prends de la tour, tu as un couloir à la fin. Donc non, c'est pas possible, et sur D4, bah, tu dois jouer fou B4 ou un truc comme ça. Donc fou G4 est tentant, mais ne fonctionne pas. Et après dame C6, si je prends le temps de jouer, je sais pas moi, H3 ou un truc comme ça, pour empêcher toutes les variantes à la base de couloir, j'ai le temps, par exemple, moi de jouer fou D6, qui enlève encore une fois les problématiques. Parce que du coup, le fou D6 devient protégé. Ok, du coup, on enchaîne. Alors, bah, on va pas prendre toute la partie, on va la prendre directement au moment qui m'intéresse. Ça, c'est une partie de mémoire que vous allez trouver dans le Flores Rios, je crois, qui vient de là. Toujours le même bouquin. Et ok, c'est une finale jouée à Vikenzi entre Wojtasek, qui de mémoire est numéro 1 polonais, et Fressinet, du coup, qui est un joueur français. Et cette position-là, c'est une position catastrophique pour celui qui a le pion isolé. Parce que il y a simplement plus de pièces mineures, on n'est plus du tout dans une position où vous avez de l'activité de pièces en échange d'un pion faible. Quand vous êtes dans une finale, c'est mauvais signe pour votre pion isolé. Donc si je devais résumer ça avec des grands principes, on va dire que plus il y a de pièces mineures actives, plus vous compensez le pion isolé. Et pour répondre à la question de combien, c'est assez facile, 3 et plus ou 2 et moins. S'il y a 3 et plus pièces mineures de chaque côté, ça va, vous avez des compensations pour le pion isolé, en admettant que vos pièces jouent. S'il y a 2 pièces mineures ou moins de chaque côté, ça commence à sentir pas très bon pour le pion isolé. Donc ça c'est pour le critère très précis, du coup. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, pour gagner la méthode générale, il vous faut des pièces lourdes. Donc ça veut dire que si vous êtes très mal dans une position de pion isolé, dégagez les pièces lourdes, les dames, les tours. La méthode générale ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de pièces lourdes.
Néanmoins, même quand il n'y a plus beaucoup de pièces, parce que là il n'y a pas tant que ça de pièces lourdes ici, eh bien ce genre de position c'est très désagréable à défendre. Donc on finira là-dessus, je vais vous montrer comment les blancs gagnent ça. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est pas une très bonne idée pour vous d'aller jouer une finale quand vous avez un pion isolé. Alors les noirs ici ont joué tour D7, avec l'idée de parer les problèmes en défendant le pion en D5, mais aussi d'empêcher la tour blanche de rentrer en 7ème. Les blancs ont continué avec une idée qui est relativement logique, c'est le coup G4. Alors G4 c'est possible parce qu'on est dans une finale. On va pas jouer ça dans un milieu de jeu, hein. On va pas complètement affaiblir son roi si les dames sont sur l'échiquier. Là il n'y a plus de dames sur l'échiquier et surtout il n'y a plus assez de pièces pour que les blancs soient mat. Ça m'étonnerait très fortement qu'avec les noirs vous ayez une idée pour profiter ici de l'affaiblissement du roi blanc. Et l'idée de G4 c'est quoi? Bah, c'est ni plus ni moins que de chasser les cavaliers F6 qui nous empêche d'appliquer la méthode générale. Et ça nous permettrait de gagner le pion D5. Les noirs ont joué H6 pour du coup empêcher G5. Et dans cette position, les blancs ont continué avec F3, qui permet deux choses. Premièrement, défendre le pion G4, et donc envisager H4, G5. Je ne pouvais pas jouer H4 si le pion était en l'air. Et deuxièmement, je contrôle les cases du cavalier, pour pas que le cavalier, du coup, se mette à trouver de l'activité. Ça reste un pion isolé. Les noirs peuvent à tout moment sacrifier le pion pour activer leur pièce. Là, c'est pas ce qu'on souhaite, on cherche à contrôler les pièces noires. Les noirs jouent tour D8, les blancs font tour D1, donc on a une énorme pression sur le pion D5, et on retrouve la même situation que tout à l'heure dans Karpov-Spassky, à savoir avec les noirs ça devient compliqué de jouer des coups. Ici les noirs ont joué G6, qui est un coup comme un autre, j'ai du mal à vous expliquer l'idée première de G6, c'est un coup quoi. Et dans cette position, il faut noter qu'avec les noirs, j'ai énormément de mal à jouer des coups maintenant. Je ne sais pas trop comment améliorer ma position. Tout ce que je peux faire côté noir, je vais vous mettre côté noir que vous vous rendez compte, c'est défendre le pion D5, et puis c'est tout. Je dois juste défendre ce pion là en D5, et c'est compliqué de faire autre chose. Pas de contre-jeu. Ok. Comment vont procéder les blancs? Ils ont déjà commencé à utiliser la technique de base pour gagner cette finale là. La première technique c'est de mettre D5 sous pression, ce qui est fait ici, hein. On a attaqué à balle le pion D5. Il va s'en suivre que les pièces noires sont extrêmement passives et qu'avec les noirs je ne sais pas quoi faire. Pour autant ça tient cette position, parce qu'il n'y a que le pion D5 à surveiller. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs? Vous allez commencer à gagner de l'espace, c'est souvent l'aile roi quand il s'agit d'un pion D5. Donc là c'était le coup G4 qui gagnait de l'espace. Et puis à un moment donné, vous allez essayer de faire quelque chose au niveau de l'aile roi. Soit G5, soit H5, vous essayez d'obtenir quelque chose, un pion passé, une faiblesse, quelque chose comme ça. Et vous utilisez le fameux principe échiquier des deux faiblesses. Il y a un problème en D5, toutes les pièces noires sont mobilisées à la défense du pion D5. On va essayer de créer quelque chose d'autre de l'autre côté, histoire que les pièces noires ne puissent pas défendre les deux. Alors on va regarder comment c'est fait en pratique. Les blancs commencent par jouer roi F2, dans cette position-là. Il n'y a pas de raison de se précipiter, hein. Les noirs vous font rien, donc on prend son temps, on améliore toutes ces positions, toutes ces pièces, pardon. Les noirs ici ont joué roi G7, donc c'est la continuation de G6, et dans cette position, les blancs ont été joués H4, qui renouvelle la menace de jouer G5, d'enlever le cavalier F6, et de gagner le pion D5. Dans cette position, les noirs sont, à mon sens, obligés de jouer G5 pour empêcher ça. Alors vous pouvez trouver quelques joueurs qui vont défendre en donnant le pion D5. Il y a quelques variantes, vous regarderez dans le fichier, mais globalement, je peux considérer que si j'attrape le pion D5, si je le gagne, je suis mieux. J'ai un pion de plus dans une finale. Donc les noirs ont défendu avec G5 pour empêcher le pion blanc d'avancer, maintenir le cavalier en F6 et donc défendre le pion D5. Et sur G5, il y a eu pion prend G5, pion prend G5. Le cavalier F4 est attaqué, et doit donc bouger, et les blancs en ont profité pour réorganiser un petit peu leurs pièces. Il y a une nouvelle faiblesse en G5. Les blancs ont donc joué cavalier E2. Alors les noirs ont également bougé leur cavalier, mais c'est de l'anticipation des problèmes en G5. Et puis c'est parce que le cavalier F6 est rendu libre par le départ du cavalier F4. Les noirs ici ont joué cavalier G8.
ça permet en cas de problème en G5 de pouvoir défendre le pion avec F6. Les blancs ont continué avec cavalier D4, donc qui bloque le pion mais qui surtout accède à la case F5. Et les noirs ont joué cavalier E7, défend la case F5. Donc pour l'instant, les noirs s'en sortent à peu près correctement. On arrive à repositionner nos pièces de manière à empêcher les blancs de rentrer. Roi G3 joué par les blancs. Et dans cette position, les noirs ont joué tour H8 en espérant trouver du contre-jeu, ici, sur la colonne H. Les blancs ont continué avec F4, très important ce coup. C'est ce coup-là qui pose des problèmes, ici, aux noirs. On voit que le jeu se déplace au niveau de l'aile roi, et il faut trouver un moyen, avec les noirs, de réagir. Alors un exemple de réaction pas forcément très bonne, ce serait de prendre le pion F4. Si vous prenez le pion F4, après pion prend, je me retrouve avec une majorité 2 contre 1, et je vais essayer d'obtenir, du coup, un pion passé. Ce qui va écarteler votre défense, qui ne pourra pas défendre face à ce pion passé, tout en protégeant le pion D5. Exemple, hein, on peut jouer d'autres coups. Imaginez A6, c'est pour empêcher qu'il y ait B5. Tour 1, qui est C8. Alors on peut discuter de est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas. Du coup, qui est C8, c'est discutable. Cavalier F5, échec. Roi F6. Tour E5, pression contre le pion. Bah, tour D8, il faut défendre le pion. Et puis bah, on se prend G5, échec. Le roi doit aller en G6. Roi G4. Et puis bah, je vais continuer avec cavalier H4 comme indiqué. F5, vous voyez, je progresse. Et on voit que les pièces noires sont coincées à la défense du pion D5. Donc prendre le pion F4, c'est pas forcément une bonne idée dans le sens où ça va me laisser obtenir une majorité, ce type de position là, et que je vais avoir le jeu que je veux, le jeu avec les deux faiblesses. Après G5 et H5 forçant l'échange. Alors tu vas avoir du décalage, je pense à là, ou alors c'est G5 ici. Non, donc t'as du décalage, et ok, sur G5, cavalier H5, tu verras ça dans longtemps. Oui, ça force l'échange, mais c'est pas si simple que ça. Parce que du coup, après cavalier prend H5, pion prend H5, déjà ça te coûte un pion ici. Et ensuite, maintenant, bah, tu peux te permettre peut-être de perdre le pion D5 en échange du pion H5, quelque chose comme ça. Alors, de retour à notre partie avec F4, et sur F4, les noirs ont joué roi G6, avec l'idée de défendre du coup le pion G5 avec le roi. Alors l'idée, hein, si vous faites pion prend G5, c'est de faire roi prend, et le pion G4 est à peu près contrôlé. C'est pas un pion passé, le pion F7 continue à l'arrêter. Sur roi G6, les blancs ont joué cavalier F3, qui est pas le plus précis, mais qui est intéressant, qui force, ou qui essaye de forcer en tout cas, les noirs à prendre en F4. Et les noirs ont fini par prendre en F4. Alors si vous ne voulez pas prendre en F4, bah, malheureusement pour vous, vous n'avez pas de coup. Si vous essayez F6, ici, pour défendre le pion G5, vous avez un problème, après pion prend G5, parce que si vous reprenez du pion, bah, y a la fourchette qui gagne une tour. Donc en fait, après cavalier F3, vous obligez les noirs à prendre en F4, parce qu'il n'y a pas de coup pour défendre le pion en G5, à cause de cette menace de fourchette là. Donc les noirs ont pris en F4 sur échec, pion prend F4, et ils ont essayé F6, qui part la fourchette, mais qui essaye de décourager, évidemment, la création d'un pion passé. Les blancs ont quand même réussi à créer un pion passé, avec F5 échec. Alors c'est pas naturel de commencer par le pion F, mais c'est pour chasser le roi. Il y a eu roi F7, et en fait, les blancs vont préparer gentiment le coup G5. Alors pour l'instant c'est pas possible parce qu'il y aurait toujours cavalier prend F5, mais c'est pas très dur à préparer. Je vous montre la fin de la partie, il y a eu tour 1 dans cette position là. Tour C7 de la part des noirs qui cherchent du contre-jeu sur la colonne C. Cavalier D4, on bloque le pion, on vise la case E6, la tour ne rentre pas. A6 parce que les noirs doivent avoir peur de cavalier B5. Tour E3, donc là vous commencez à menacer sévèrement de rentrer dans la position. Cavalier C6 joué par les noirs. Cavalier F3. Tour E7. Et dans cette position, la rupture tant attendue, même si je ne suis pas forcément le plus grand fan de comment s'y est pris Wojciech. Il va y avoir un petit peu de Zeitnot ici, qui explique les coups pas très précis.
Il a joué G5 ici. Il y a eu pion prend G5, roi G4 pour récupérer le pion G. Tour E8, tour prend E7, tour prend E7, tour H1. Alors, c'est pas très précis hein, ce qui a été fait ici avec les blancs parce qu'on a laissé le pion avancer, on a laissé du contre-jeu. Mais on a quand même obtenu notre pion passé une fois qu'on va récupérer ça. Et les blancs vont gagner assez vite après D4. Cavalier prend G5 échec. Roi F6. Roi F4 pour empêcher que le roi n'approche trop près. D3, contre-jeu avec le pion D. Cavalier E4 échec. Tour H3 pour aller chercher le pion D. Et ok, sur D2, tour D3, qui gagne le pion D. Les noirs n'ont pas été plus loin, parce que on va perdre le pion D, et puis derrière, on va perdre à cause du pion F passé. Alors, au lieu de D2, si vous jouez tour D7, dans cette position-là, en fait, vous perdez après tour H7 échec, ici. Le roi ne peut pas aller en E6 pour défendre la tour, vous êtes obligé d'aller en E8, sinon vous perdez votre tour. Et après tour E8, roi 8, pardon, il y a cavalier F6 échec qui gagne la tour. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu tour D7. Donc ok, après tour D3 il y a eu abandon, ce qu'il faut retenir c'est comment les blancs ont gagné du coup cette partie. Ils ont gagné en mettant le pion en D5. Alors attendez, hop, on est parti de là. Mettre le pion D5 sous pression. Donc là, je vous la refais. Prise d'espace à l'aile roi avec G4. Et puis on essaye d'obtenir du jeu de l'autre côté. Donc on a repositionné ces pièces. Et F4 qui permet d'obtenir ou essayer d'obtenir un pion passé. Et ok, bon bah une fois qu'on a eu ça, ça n'a pas été linéaire avec les blancs. Disons que c'est pas exempt de tout reproche ce qu'ont fait les blancs ici. Mais dans tous les cas, c'est l'idée générale. À savoir, on va obtenir un deuxième pion passé, ou une deuxième faiblesse plutôt, parce que c'est pas un pion passé, c'est une faiblesse en D. Et puis bah, on gagne avec le travail des deux côtés. Hein. Vous voyez qu'ici on a obtenu le pion passé, et puis bah, on finit d'ailleurs par gagner le pion D à la fin, et gagner avec notre pion F passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir tout ce que je vous ai dit, à savoir qu'une finale, c'est pas une très bonne idée quand vous avez le pion isolé. Le pion isolé, il est faible en finale. Le pion isolé, il contient des compensations à partir du moment où vous avez un certain nombre de pièces mineures actives. Un certain nombre, je vous ai donné un critère précis, c'est 3 ou plus. Ça va vous aider déjà à prendre des décisions. Alors ça, c'est pareil, c'est la méthode générale. Donc vous ne vous fiez pas aveuglément à ce que je viens de vous dire. Il faut regarder la position. Il y a des positions où il n'y a que 2 pièces mineures pour le pion isolé, mais si les 2 pièces mineures sont actives, font des choses, ça va tout à fait. Donc, ok, quand j'ai le pion isolé, je veux garder le maximum de pièces mineures. Du coup, je veux avoir des pièces actives et je veux jouer des positions de milieu de jeu, de fin d'ouverture. On a vu les plans, hein, soit sacrifice du pion pour l'activité, soit attaque sur le roi. Quand ça commence à sentir plus très bon, je dois essayer soit d'avancer le pion pour l'échanger, soit d'échanger les pièces lourdes, pour que l'autre évite d'appliquer la méthode générale. Quand on joue contre le pion isolé maintenant, votre intérêt c'est qu'il y ait le moins de pièces mineures possible, mais le plus de pièces lourdes. Plus vous échangez dame et tour, moins c'est bon pour gagner le pion isolé. La méthode générale, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça consiste à mettre en place une batterie, à profiter d'un clouage. Plus il y a de pièces lourdes, plus c'est difficile d'empêcher le clouage. S'il n'y a qu'une dame de chaque côté, vous imaginez une position comme celle que vous avez sous les yeux, avec juste une dame de chaque côté, c'est pas très dur s'il y a une dame blanche en D4 qui attaque le pion, de défendre le pion en mettant la dame en E6 ou en C6 de manière à ne pas se prendre de clouage. Si on rajoute une dame, une tour de chaque côté, c'est déjà plus compliqué de positionner la tour noire sur le côté pour défendre le pion. Et idem, si vous rajoutez 2 tours, c'est quasiment impossible qu'il n'y ait pas de clouage. Donc quand je joue contre le pion isolé, je veux qu'il n'y ait pas de pièces mineures, je veux qu'il y ait beaucoup de pièces lourdes, et évidemment je dois travailler sur toutes les finales. Toutes les finales, je vais jouer. Avec l'idée que je viens de vous montrer ici, je mets sous pression le pion isolé, l'autre devient passif, doit défendre le pion, et je travaille sur un autre côté de l'échiquier pour écarter la défense, le principe des deux faiblesses. Est-ce que du coup il y a des questions concernant le pion isolé, ou ce que j'ai montré là tout de suite? A priori non, moi s'il n'y a pas de questions je vais pas faire de rab, parce
que je suis bien malade, donc du coup je vais aller prendre mon repos. Du coup, prochain stream vendredi pour le groupe maîtrise, le tournoi du samedi 16h-18h qui remplace le tournoi du samedi matin, avec du coup le tournoi le tournoi par équipe. Vous allez voir qu'il y a une quatrième équipe qui nous a rejoint. Nous avons un club suisse, Payerne je crois, je ne me souviens plus le nom, qui du coup jouera également. Donc toutes les infos sur la page du tournoi, hein. Je vous laisse regarder ça. Je m'arrête là pour ce soir du coup, et puis je vous tiendrai au courant pour la semaine prochaine. Ça dépendra du bureau, des réponses, je sais pas si on fait court du coup la semaine prochaine ou pas. Vous aurez les infos par mail. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.